Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le sommet de la fertilité, première édition. Je suis Orlane Dupont, créatrice de ce sommet et je suis ravie et très très heureuse d'accueillir Farid Boularia. Bonjour Farid. Bonjour Orlane. Alors Farid, tu es naturopathe et on a décidé de se tutoyer parce qu'en fait on se connaît bien. Voilà, donc ça va être un entretien, un échange. Tous les deux, parce qu'on se connaît bien et donc on a vraiment déjà beaucoup travaillé ensemble sur la fertilité. Et je t'ai invité, je t'ai demandé d'intervenir et je te remercie infiniment pour ça, pour que tu puisses nous parler de la santé intestinale et de la fertilité. Exactement. Alors, sachant que c'est ton domaine, voilà, c'est ton champ d'expérience, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, c'est ton domaine d'expertise entre guillemets, mais en tout cas c'est vraiment là où tu es dans ta zone de grand confort et où tu apportes effectivement au quotidien beaucoup d'aide et surtout de conseils et de détails. Alors on va essayer de vulgariser autant que possible pour que tout le monde s'y retrouve et on va commencer justement déjà par définir ce que c'est la santé intestinale et qu'est-ce que toi tu entends par cette santé intestinale. Et on fera le lien après avec la fertilité. Mais déjà, on va poser un petit peu les bases. Oui. Alors, si tu m'autorises, je vais même faire un petit mot d'introduction. Je suis très content de faire cette intervention et de faire le lien entre la santé intestinale et la fertilité, parce que très souvent, quand on parle de fertilité, on imagine et on parle d'abord des organes reproducteurs, ce qui est normal. On va parler des hormones. On peut éventuellement parler, lorsqu'on a un bon praticien en face de soi, de l'alimentation. Mais le grand oublié dans l'histoire, c'est l'intestin, c'est la santé intestinale. Et je vous le dis déjà, lorsqu'on a une mauvaise santé intestinale, ça peut vraiment impacter, compromettre le projet de bébé. Donc, c'est très important de comprendre, et c'est ce qu'on va développer ensemble, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'intestin et pourquoi l'intestin peut avoir des répercussions sur la fertilité. Voilà pour le petit mot à l'introduction. Alors, sur la santé intestinale, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. Généralement, on va dire « j'ai mal au ventre ». Bon, ok, j'ai pas de ventre, mais c'est quoi le ventre ? En fait, il y a trois composantes qui composent l'environnement intestinal. Et le premier, c'est ce qu'on appelle la barrière intestinale. Elle est composée d'abord d'une espèce de gel qu'on appelle le mucus, qui recouvre toute la barrière, et qui recouvre d'ailleurs les cellules qui composent la barrière intestinale. Et ce gel, il est important parce que c'est déjà une première barrière physique. Et c'est sur ce gel que se filent d'ailleurs les bactéries, les bonnes et les moins bonnes, en tout cas l'ensemble des bactéries. Et d'ailleurs, certaines se nourrissent de ce gel, donc il est très important. Et comme je vous le disais, ça recouvre en fait des cellules qu'on appelle entérocytes dans l'intestin grêle et colonocytes dans le côlon. Et ces cellules, elles sont bien accrochées entre elles, bien collées entre elles, et tellement collées qu'en fait, très peu de choses doivent passer dans le sang. Et ce côté très, très, très accroché entre elles est voulu. Elles exercent une espèce de perméabilité sélective pour que ne passe dans le sang que ce dont le corps a besoin, vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, etc. Et à l'inverse, tout ce qui est toxique, tout ce qui est toxine, en principe, ne passe pas grâce à cette barrière et à ces jonctions et à cette perméabilité. Donc voilà, il faut comprendre parce qu'on va voir juste après que malheureusement, chez beaucoup d'entre nous, cette perméabilité sélective est plutôt très pas étanche du tout. Et du coup, ça va causer tout un tas de problèmes. Ensuite, on a en deuxième composante le microbiote intestinal. Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui peuplent, alors j'allais dire les intestins, mais en fait, de façon générale, tout le tube digestif. On en a dans la bouche, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le côlon, d'ailleurs surtout dans le côlon. On parle souvent de la flore intestinale, mais c'est aussi, cette flore, on la trouve partout au niveau du corps. On va parler de flore cutanée, de flore vaginale, on en parlera tout à l'heure, de flore respiratoire. Donc, c'est l'ensemble de ces microbes. Et je rassure déjà tout de suite les personnes qui nous écoutent, c'est normal de vivre avec des microbes à l'intérieur du corps. Ils nous permettent d'être en très, très bonne santé. Ils jouent un rôle très important dans la digestion. Ils produisent des vitamines, ils produisent des molécules qui sont fondamentales justement pour la santé de la barrière intestinale. Ils jouent un rôle très important pour moduler l'immunité aussi. Donc, le microbiote est la deuxième composante très importante. Et puis, la troisième composante, c'est l'immunité. Alors, il faut savoir qu'on a 70% de son système immunitaire dans les intestins, ce qui est normal puisque la principale porte d'entrée des toxiques et des toxines, c'est d'abord les intestins.
Et alors, on va avoir tout un tas de cellules, des cellules, ce qu'on appelle des lymphocytes T, des lymphocytes B, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais là aussi, très intéressant parce que ces cellules vont empêcher en principe et vont essayer de neutraliser les toxiques et toxines qui passent la barrière intestinale. Et là aussi, on va voir que lorsque cette immunité, pour plein de raisons, commence à s'exciter un peu, il va y avoir des répercussions importantes, notamment sur la fertilité. Voilà, donc les trois composantes, barrière intestinale, microbiote et immunité, ça forme l'environnement intestinal. Et il ne faut pas voir ces trois composantes de façon indépendante les unes des autres. Au contraire, elles sont extrêmement en interdépendance et en interconnexion en permanence. Je donne un exemple. Le microbiote, lorsqu'il consomme des fibres, va produire une molécule qu'on appelle le butyrate. Et cette molécule est fondamentale pour assurer justement l'étanchéité du côlon, de la barrière du côlon. Voilà un exemple. L'autre exemple, pour que les bactéries qui forment le microbiote ne soient pas détruites par la système immunitaire et qu'elles puissent vivre dans la lumière intestinale, dans l'intestin, eh bien, le microbiote et l'immunité parlent en permanence pour qu'il y ait une tolérance et que l'immunité ne détruise pas toutes les bactéries. Donc là aussi, il y a un dialogue. Ça montre bien qu'il y a vraiment un lien entre ces trois composantes. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur... Ouais. J'allais dire, je te coupe. À l'insu de notre plein gré, en fait, ils papotent sans qu'on le sache, en fait. Exactement. Ils vivent leur vie. En fait, il y a plein de trucs étonnants dans notre corps. Alors après, on dit quand même que le ventre est le deuxième cerveau. On est d'accord avec ça. Et c'est un petit peu l'idée aussi de cet échange. C'est vraiment de rappeler qu'il se passe beaucoup de choses à notre insu, dont on sait pas forcément, et donc on ne comprend pas forcément tout. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe et de faire le lien avec la fertilité. Parce que l'objectif de ce sommet, c'est de faire en sorte que les gens comprennent toutes les astuces et tous les conseils pour pouvoir booster leur fertilité. Ouais, alors, moi, je dis à mes clients généralement que déjà comprendre ce qui se passe, c'est la première clé de l'amélioration. Donc, tout à fait d'accord. Alors, on a compris là où on était. Alors, on marche un peu sur des œufs quand même, parce que toi, tu es toujours passionné. Alors, moi, je vais quand même poser des questions si je comprends pas tout, comme d'habitude. Voilà. Et le lien, donc parce que du coup, le lien entre ce qui se passe dans notre ventre et la fertilité, moi, comme ça, si tu veux, voilà, je le fais pas. Je le fais pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va justement faire ce lien avec la fertilité et pourquoi ça va avoir un impact justement? Alors, il y a deux notions clés à retenir qui vont être à la base de tout. D'abord, ce qu'on appelle la dysbiose. Le microbiote, il est équilibré en principe de façon après fil. Et quand il est bien équilibré, tout se passe bien, on n'a pas de problème et au contraire, on est plutôt en bonne santé. Malheureusement, pour plein de raisons, et on verra cause, il va y avoir un déséquilibre microbien, à la fois quantitatif et qualitatif. Donc, on peut avoir moins de certaines bactéries, on peut avoir d'autres bactéries qui sont moins sympas pour nous, qui vont croître. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est ce qu'on appelle donc la dysbiose, eh bien, il va y avoir des répercussions importantes, et notamment lorsque, justement, je parlais tout à l'heure des bactéries qui produisent le butyrate. Lorsqu'on commence à avoir moins de bactéries qui produisent du butyrate, ce butyrate étant important pour assurer l'étanchéité du côlon, ça veut dire que cette étanchéité du côlon, elle est mise à mal. À côté de ça, on peut avoir tout un tas de bactéries. Alors, généralement, on dit bonnes et mauvaises bactéries. J'aime pas trop ce terme. On va dire plutôt certaines bactéries qui sont moins favorables et qui produisent notamment ce qu'on appelle des lipopolysaccharides, LPS. Ce sont des toxines qui vont avoir un effet sur la barrière intestinale et vont entraîner ce qu'on appelle un syndrome de l'hyperperméabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la barrière, elle est assez étanche et en principe, elle ne fait passer que ce dont le corps a besoin. Sauf que au contact de ces LPS, eh bien, cette étanchéité va être mise à mal et subitement, donc, l'espace qu'il y a entre les cellules va être plus important et donc, pas mal de molécules, pas mal de toxines vont passer dans le sang. Et là, ça va être le début des problèmes. Donc, vraiment, les notions importantes, c'est dysbiose et puis la conséquence, le fameux, donc, certains connaissent le terme de leaky gut syndrome ou bien le syndrome de l'hyperperméabilité. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres causes. Il y a aussi, par exemple, des molécules apportées par l'alimentation qui peuvent agir sur la barrière intestinale et provoquer cette hyperperméabilité. Ça peut être le gluten, ça peut être la caséine du lait, ça peut être l'histamine. On verra ça tout à l'heure dans les causes. Mais voilà déjà la colonne vertébrale
le dispositif principal qui cause des problèmes. Alors, quand tout se passe bien, quand on n'est pas en dysbiose, ça veut dire quoi que tout va bien? Parce qu'en fait, finalement, quand tout va bien, moi, je te vais poser des questions un peu bêtes, mais je les pose quand même. Il n'y a pas de questions bêtes. J'ai pas le ventre qui gonfle, je vais à la selle tous les jours, j'ai pas mal au ventre et je digère à peu près tous les aliments et je ressens pas des petites douleurs éventuellement de temps en temps, mais normalement, que ça soit légumes crus ou cuits ou les œufs, le lait, tout ça, normalement, tout va bien et j'ai pas de symptômes particuliers qui font que je me sens mal. On est d'accord avec ça? Oui. En fait, il faut vraiment se poser des questions quand on commence à avoir dans le temps des symptômes, comme tu le disais très bien, avec des ballonnements, ça peut être des spasmes, des douleurs, ça peut être une alternance de constipation, diarrhée, ça peut être des gaz et des sels qui ont une mauvaise odeur, ou même une importance de gaz sans odeur particulière. Tout ça, c'est des symptômes qui doivent dire que là, il y a un problème. Après, c'est pas parce qu'on a des symptômes que derrière, c'est problématique et que c'est la catastrophe. Ça peut être très passager parce qu'on a été stressé, parce qu'on a mangé quelque chose qui n'était pas top, parce qu'en ce moment, pour plein de raisons, effectivement, on digère moins bien. Donc, il est évident que moi, j'aime beaucoup parce que le corps nous envoie des signes. Et en fait, il nous envoie les premiers signaux qui nous disent là, si j'ai mal au ventre, c'est que tu as mangé quelque chose qui n'était pas top. Mais bien souvent, qu'est-ce que l'on fait? On ne prend pas en compte les signaux du corps, du ventre notamment, ou bien quand ça commence à devenir inconfortable, on va à la pharmacie, on prend des choses pour taire les symptômes, et le corps, du coup, lui, il va continuer à nous envoyer des symptômes de plus en plus forts, parce que pour lui, le problème est encore là. Donc voilà ce que ça veut dire plutôt déséquilibre, c'est quand on commence à avoir ce cocktail de symptômes, et après, le travail du naturopathe, c'est justement, au-delà des symptômes, surtout de travailler la cause, le pourquoi on a ça. Ça, c'est fondamental. Il y a trop de personnes qui ne gèrent que les symptômes, donc elles ne font que éteindre la douleur ou tout ce qui gêne, et elles oublient de travailler sur le terrain, sur la cause, et donc on ne règle rien. Alors, on était donc sur les ballonnements, le ventre, notre toute intestinale, et donc quel est le lien avec la fertilité maintenant? Oui. Alors, on va parler, il y a 5 liens à faire, il y a 5 grandes conséquences. Le premier, c'est que l'inflammation va avoir un impact, l'inflammation, la dysbiose et donc l'hyperperméabilité vont entraîner une inflammation, d'abord au niveau local, au niveau intestinal, puis qui peut devenir systémique, donc généralisée. Et l'inflammation, elle a un impact direct sur notamment la production de NH. Donc on sait la NH, c'est l'hormone luteinisante qui est produite au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et qui est fondamentale pour justement l'ovulation. C'est lorsqu'il y a le pic de LH qu'on a cette fameuse ovulation. Donc à partir du moment où il y a une baisse de la LH à cause de l'inflammation, il y a déjà une répercussion sur l'ovulation en tant que telle. Et puis lorsqu'il y a inflammation, il y a aussi oxydation. Il faut savoir que le stress oxydatif va directement avoir un impact sur les ovocytes et notamment sur l'ADN mitochondrial des ovocytes. En clair, dans les cellules, on a des petites unités de production d'énergie qu'on appelle les mitochondries. Et donc, le stress oxydatif, les radicaux libres peuvent détruire ou en tout cas faire dysfonctionner les mitochondries. Et donc, c'est l'ensemble des ovocytes qui du coup sont dysfonctionnels, en tout cas peuvent l'être. Alors, le stress oxydatif, moi, je te pose la question parce que les professionnels de santé appellent tout ça le stress oxydatif, qui, pour le commun des mortels, ne veut rien dire du tout. Rien dire du tout, exactement. Donc, moi, j'ai besoin qu'on redéfinisse un petit peu, parce que, en fait, on a l'impression qu'on sait tout ce que c'est le stress oxydatif, mais est-ce que tu peux juste nous dire, c'est quoi le stress oxydatif? Parce qu'il y a le stress, mais oxydatif, ça veut dire quoi? Et c'est quoi Oui, en fait, tu as des molécules qu'on appelle des radicaux libres, qui sont produits par beaucoup de choses dans le corps. D'ailleurs, le corps produit des radicaux libres aussi. Et ces radicaux libres, en principe, il ne faut pas qu'ils soient en grosse quantité parce qu'ils sont extrêmement, en tout cas certains sont très délétères pour la santé, pour les cellules, comme je le disais, pour l'ADN, etc. Et donc, le corps est bien fait parce qu'il a ce qu'on appelle des antioxydants. Alors, certains sont produits par le corps comme le glutathion, la catalase, la superoxyde dismutase, qui sont 3 très puissants antioxydants qui vont permettre de neutraliser ces radicaux libres. Et on peut aussi apporter par l'alimentation, vitamine A, vitamine E par exemple, des antioxydants lorsqu'on mange par exemple des belles salades très colorées. Ça apporte des antioxydants. Donc, on a d'un côté, on a ce qu'on appelle une balance oxydative. D'un côté, on a les radicaux libres, de l'autre, les antioxydants. Et il faut que cette balance soit à peu près équilibrée. Il ne faut pas avoir 0 radicaux libres
Parce que l'immunité utilise certains radicaux libres pour se protéger des virus champignons. Donc l'idée, c'est pas d'avoir zéro, mais l'idée, c'est de maintenir cette pression oxydative. Et on parle de stress oxydatif lorsque justement les radicaux libres prennent le dessus et que du coup, ils commencent à avoir une quantité importante. Voilà, c'est ça le stress oxydatif. Et donc, c'est en ça que généralement, quand il y a inflammation, il y a oxydation et ça peut conduire à ce fameux stress oxydatif. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de gérer. Il faut éviter d'avoir trop de stress oxydatif. Oui. Ouais, on est d'accord que le stress oxydatif, c'est le stress quand même quotidien qu'on alimente et qu'on cultive. Alors, c'est pas la même chose. Le stress peut conduire à produire des radicaux libres. Ça peut être également apporté par l'alimentation. Ça peut être aussi tout un tas de choses qui se passent dans le corps au niveau métabolique. Le soleil, par exemple, les rayons du soleil peuvent produire des radicaux libres. En fait, énormément de choses produisent des radicaux libres. Donc, stress oxydatif et stress, c'est pas la même chose. Mais le stress peut produire du stress oxydatif. Exactement. Parce qu'il y a des radicaux libres. Complètement. Ok. Bon, là, du coup, j'y vois plus clair. Donc, on continue. Voilà. Donc, on a vu l'impact éventuel sur l'ovulation. On a vu l'impact éventuel sur la qualité ovocytaire. Et messieurs ne sont pas en reste parce qu'il y a aussi, avec justement l'inflammation, il peut y avoir un impact sur la spermatogénèse, donc la production des spermatozoïdes. Donc, à la fois la qualité, mais également la mobilité des spermatozoïdes. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. On sait que chez les hommes, il y a une baisse de la quantité de spermatozoïdes, il y a aussi une baisse de la qualité des spermatozoïdes et la fertilité, j'en profite, mais je pense que toutes les interventions vont dire la même chose, mais je le dis parce que j'ai souvent le cas en consultation, le problème de fertilité, c'est pas un problème que de madame, c'est un problème du couple et j'incite toujours le couple à venir ensemble pour consulter parce qu'il y a des choses à faire côté madame et côté monsieur, bien sûr. Oui. Voilà, donc ça, c'est l'impact de l'inflammation au niveau de la fertilité. Alors après, on va voir que la dysbiose a aussi un potentiel impact au niveau des hormones. Je reviens sur mon microbiote et je reviens donc sur ces fameuses bactéries. On a certaines bactéries sous l'ensemble qu'on appelle l'estrobolome. Alors, on va oublier le terme technique. En fait, pour retenir, c'est une famille de bactéries dans le microbiote. Et cet estrobolome, donc ces bactéries, ont la capacité de métaboliser les œstrogènes. Pour bien comprendre, je rappelle que donc les œstrogènes sont produits au niveau des ovaires, qu'ensuite ils vont aller remplir la mission, donc ils font beaucoup de choses des œstrogènes dans le corps, et quand ils ont fini leur mission, eh bien c'est le foie qui va les désactiver, donc les dégrader, on appelle ça les conjuguer, et ensuite ils sont envoyés via la bile dans les selles pour en principe être éliminés par les selles. Quand on a une dysbiose, eh bien, cette famille qui constitue l'estrobolome peut se retrouver déséquilibrée, être par exemple en surnombre, et produire une molécule, je ne vais pas donner le nom, peu importe, mais en tout cas, produire en quantité cette enzyme. Et donc, ces œstrogènes qui ont été conjugués vont être déconjugués, donc vont être de nouveau activés et vont repartir dans le sang. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des femmes qui vont être en dominance œstrogénique, en hyperoestrogénie relative, alors même qu'il n'y a pas une surproduction d'œstrogènes au niveau des ovaires. Et ça peut conduire à de l'endométriose, du SOPK, des fibromes, des troubles ovulatoires, etc., etc., etc. Alors, à chaque fois, je dis dès maintenant que ça va être le cas sur toute la présentation, je dis bien, ça peut. Tout ce que je dis là, c'est générique. Et ensuite, tout le monde n'est pas logé à une enseigne. Et voilà, tout comme les conseils qu'on a tout à l'heure, c'est des conseils généraux. Ensuite, il faut vraiment les adapter. Donc, je conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent ensuite d'aller voir un naturopathe ou un praticien pour avoir un programme sur mesure. Et parce que voilà, tout le monde n'aura pas une endométriose SOPK, Dieu merci. Mais en tout cas, c'est une des voies possibles. Ça, c'est le lien entre microbiote déséquilibré, dysbiose et hormones. Un troisième lien, c'est le lien entre dysbiose et immunité. Et on va voir que l'immunité est très importante parce que lorsque l'embryon donc s'implante et qu'il grandit, il est considéré comme un corps étranger par notre corps à nous, il ne nous appartient pas. Et donc, pour qu'on puisse avoir une grossesse, il faut que l'immunité soit tolérante. Donc, il y a une tolérance qui s'inscrit, qui est naturelle, sauf que la fameuse inflammation dont je te parlais peut entraîner une hyperréactivité de l'immunité, et ça peut donc déséquilibrer cette immunité qui peut conduire à un rejet de l'embryon, et ça peut venir des causes pouches, par exemple, ou ça peut conduire effectivement à une inflammation au niveau de l'endomètre. Donc, Dieu merci, dans la plupart des cas, ça se passe très très bien.
il faut vraiment se dire que l'immunité dans le sujet de la fertilité et de la grossesse, c'est quelque chose qui est donne de façon très très fine. Donc la moindre chose qui fait bouger l'immunité, ça peut vraiment avoir des répercussions. En plus, on a des cellules qu'on appelle les mastocytes qui contiennent de l'histamine et lorsqu'il y a de l'inflammation, et le passage, on retient bien c'est NPS à l'inflammation, c'est parce qu'il y a NPS qui traverse la barrière intestinale. Et bien lorsque ces NPS traversent et créent l'inflammation, ça peut au niveau des mastocytes libérer de l'histamine. Et l'un des grands symptômes, c'est par exemple des douleurs et des crampes au niveau utérin. Voilà un autre exemple. Et pour terminer, ça peut être également ce passage de NPS dans le sang à cause de cette hyperperméabilité. Ça peut être aussi à l'origine de maladies auto-immunes, déclencher de maladies auto-immunes et déclencher des anticorps, des auto-anticorps. Donc on voit que le sujet de l'immunité, il est aussi très 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 important. Il faut essayer de garder cette tolérance immunitaire et donc il peut y avoir un déséquilibre immunitaire quand on a ce fameux leaky syndrome et ces NPS et toutes ces toxines qui passent dans le sang. Alors, je répète juste parce que tu l'as dit en anglais, c'est le leaky gut syndrome. Exactement. Exactement, tout à fait. Mais on va rester en français, donc c'est le symptôme de l'hyperperméabilité. Voilà. Donc, on a compris que ça veut dire que là, c'est plus très étanche. Moi, souvent, en consultation, j'ai mes clients, les intestins sont ouverts, sont grands ouverts. L'idée, c'est de les refermer pour revenir à l'état initial. Donc, on a vu le lien avec la fertilité, on a vu le lien avec les hormones via l'estrobolum, on a vu le lien avec l'immunité. Il y a aussi un lien avec il peut y avoir des problèmes de métabolisme. Alors, la dysbiose, donc je reviens encore, on a compris, ça crée une hyperperméabilité, de passage de toxines dans le sang, dont des NPS. Et en fait, ça va stimuler, donc les NPS vont provoquer une cascade. On ne va pas rentrer en détail, c'est trop compliqué. Il va y avoir tout un enchaînement comme ça métabolique qui peut conduire à ce que des récepteurs de l'insuline deviennent moins sensibles. Donc ça va conduire à de l'insulinorésistance. Alors là, je fais juste une petite parenthèse. Oui. Pour que les gens comprennent bien. Quand on mange du sucre, ce sucre donc va augmenter la glycémie dans le sang. Or, le corps ne peut pas se permettre d'avoir une glycémie trop élevée. Et donc, le pancréas va synthétiser et libérer une hormone qu'on appelle l'insuline, dont l'objectif, c'est d'aller se fixer sur des récepteurs sur certaines cellules, notamment les foies et les muscles. C'est comme une clé. Et quand elle rentre, elle se fixe à ces récepteurs. Donc, le récepteur, c'est la serrure. Elle ouvre la cellule et le sucre va rentrer dans le foie et les muscles qui va ensuite... Voilà. Et c'est comme ça que le corps permet de faire baisser le sucre. Ça, c'est le mécanisme général. Quand on parle d'insulinorésistance, c'est que l'insuline, donc la clé, se présente sur le récepteur, donc la cellule, et là, ça marche pas. La clé est rouillée, la souris est grippée, donc les cellules ne s'ouvrent pas et la glycémie ne diminue pas, ou pas assez. Donc le pancréas, voyant que la glycémie ne diminue pas beaucoup, va produire encore plus d'insuline. Donc on va arriver sur un état où il y a beaucoup d'insuline, on va arriver sur ce qu'on appelle de l'insulinorésistance, la clé ne marche plus. Et pourquoi je parle de ça? Parce que l'insuline, en plus donc de diminuer le sucre, elle stimule la production des androgènes au niveau des follicules ovariens. En fait, dans les follicules ovariens, on a deux types de cellules, notamment les cellules de la TEC, qui produisent notamment la testostérone, et ensuite, ça va dans d'autres cellules qu'on appelle de la granulosa, qui, elles, vont transformer cette testostérone en œstrogène. Et là, on va avoir avec cette insuline une augmentation conséquente de la production de testostérone notamment, et cette augmentation de la testostérone peut conduire à quelque chose qui devient malheureusement donc fréquent, le SOPK. Et le SOPK est une des causes, notamment de la fertilité. Voilà, donc on voit bien que... Tu nous dis ce que c'est le syndrome des ovaires. Le syndrome des ovaires polykystiques, exactement. Donc on a au niveau des ovaires, quand on fait une échographie, on a comme des grappes de raisin. Les ovaires sont vraiment soufflés. Mais c'est surtout que derrière, il y a tout un tableau clinique avec potentiellement, donc on l'a vu, la résistance, ça peut être la prise de poids, ça peut être aussi, ce qui est assez caractéristique, de poussée de poils, de l'hirsutisme, et puis donc cette problématique pour avoir des enfants. Donc là, c'est un problème, on en voit de plus en plus souvent, parce qu'aujourd'hui, on commence vraiment à mieux diagnostiquer le SOPK. Mais en tout cas, vous voyez comment on est parti
de notre dysbiose pour arriver à un potentiel SOPK et donc un lien direct sur la fertilité. Et puis, il y a un dernier point aussi à voir pour bien voir la conséquence entre notre dysbiose originelle et les conséquences, c'est le microbiote vaginal. En fait, dans le vagin, on a aussi un microbiote, on a aussi des bactéries. Il y a notamment une bactérie qui est dominante qui s'appelle la Lactobacillus crispatus. Tu sais qu'on va devenir dingo avec tes... J'en donne comme ça, il y en a pour tout le monde. J'ai inventé ta super fragilucaliptus. C'est ça, exactement. Ah non, surtout le nom des bactéries est parfois un petit peu barbare, mais en tout cas, donc, c'est la crispatus, majoritairement. Et en fait, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle produit de l'acide lactique, donc elle acidifie l'environnement. Donc, c'est un moyen, j'ai envie de dire, de protection contre les infections, contre l'arrivée de bactéries. Donc ça, c'est, j'en viens, l'environnement vaginal normal. Contre les mycoses, par exemple, c'est ça que tu veux nous dire? Oui, donc ça peut être, ça peut être des mycoses, ça peut être d'autres bactéries, Escherichia coli, par exemple, etc., exactement. Sauf que tu as des bactéries de l'intestin qui peuvent migrer dans le vagin. Elles sont malignes. Elles sont malignes. Et par exemple, on sait chez la femme, donc, l'anus, la zone périnée, et puis la zone, le méa urinaire, et puis au niveau donc, des lèvres, etc. Tout ça, c'est extrêmement très proche, dit-il. Et donc, il peut y avoir une migration de ces bactéries qui passent de l'intestin, plus particulièrement de l'anus, vers l'entrée du vagin. Et ça, effectivement, lorsqu'on a cette entrée de bactéries, ça peut provoquer une dysbiose. Donc là, ce ne sera pas intestinale, mais vaginale. Et donc, qui dit dysbiose va dire inflammation, va dire intervention de l'immunité. Et tout ça, ça peut entraîner, affaiblir le microbe vaginal, et ça peut entraîner des infections, des vaginoses, etc. Bien évidemment, je schématise beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué, mais globalement, on va retenir qu'une dysbiose intestinale peut entraîner une migration bactérienne, notamment dans le vagin. Et alors, c'est quoi les symptômes de la dysbiose vaginale, du coup? Alors, ça peut être brûlure, ça peut être des pertes également, ça peut être des odeurs, donc malodorantes. Généralement, les femmes connaissent très bien, toutes celles qui ont eu des candidoses, c'est plutôt des problématiques au niveau fongique, qui ont eu effectivement des vaginoses, des infections bactériennes au niveau du vaginal. Généralement, connaissent bien les symptômes. C'est ça, c'est les démangeaisons, des brûlures. Oui, exactement, ça peut être brûlure, ça peut être exactement, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, on voit bien que lorsqu'on a des infections vaginales et même d'ailleurs urinaires avec les questions, il n'est pas inintéressant, et en naturopathie, on va aussi travailler l'intestin, justement pour ce lien tout à fait déterminant qu'il y a entre l'intestin et la sphère vaginale urogénitale, globale. Voilà, donc là on a bien vu les différents liens qu'il y a entre notre dysbiose de départ, qui a provoqué une hyperperméabilité intestinale, qui donc a entraîné le passage de tout un tas de toxiques et toxines dans le sang, dont les LPS, et on a vu donc toutes les conséquences directes et plus ou moins indirectes sur la fertilité. Alors si tu veux bien, dis-moi. Ouais. Je veux dire, pour éviter d'avoir les dysbioses, du coup, c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec notre alimentation, on est d'accord, hein? Ou c'est en lien avec autre chose? Alors justement, d'abord, on va voir quelles sont les causes. Parce que une fois qu'on a vu le phénomène et les conséquences, comment on arrive à des dysbioses. Alors, je suppose que tu as prévu dans ce sommet qu'il y aura un intervenant qui va parler d'alimentation. C'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que l'assiette, c'est la cause numéro 1. Il est évident que lorsqu'on mange de l'hyper-transformé, de l'hyper-industriel, avec une alimentation qui est bourrée de pesticides, de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, d'additifs, de colorants, d'exhausteurs de goût, etc., il ne faut pas s'attendre à avoir une bonne santé intestinale. Voilà. Soyons très clairs sur le sujet. Tout à l'heure, j'ai dit aussi qu'il y a des molécules. Par exemple, le gluten est composé de gliadine. Et ces molécules, aujourd'hui, on le sait, lorsqu'elles sont en contact des cellules, notamment les entérocytes, donc les cellules de l'intestin grêle, qui forment la barrière, eh bien, ça provoque de l'hyperperméabilité intestinale. Ça joue sur l'espace entre les cellules. On peut citer également l'histamine. Il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en histamine. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes. Alors, parfois, ça va être j'éternue, j'ai la peau qui gratte, mais aussi des symptômes digestifs.
Alors, en principe, on a les armes nécessaires pour dégrader l'histamine quand on la mange par l'alimentation. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes armes. Certains ont les bazookas, donc ont des petits pistolets. Donc, autant te dire que voilà. Et puis, en fonction de la quantité d'histamine, eh bien, là aussi, ça peut provoquer de l'inflammation. Ça va jouer sur la perméabilité intestinale. Et puis, surtout, tout à l'heure, je parlais au niveau de l'immunité des mastocytes qui contiennent de l'histamine. Eh bien, ça peut être un cas où les mastocytes vont libérer leur histamine, ce qui va conduire à encore plus d'histamine dans l'intestin. Donc voilà une autre molécule qui a un impact direct sur l'hyperperméabilité, sur la dysbiose. Et l'histamine, du coup, juste dis-moi, parce que elle vient d'où, du coup, cette histamine? C'est une question encore d'alimentation ou c'est vraiment ce processus? Oui, alors exactement. Oui. En fait, dans l'alimentation, tu as des molécules qui se transforment en histamine, tu as des acides aminés qui, par processus, d'ailleurs, c'est des bactéries de l'alimentation qui les transforment en histamine. Et généralement, par exemple, si on prépare un repas, un poulet, et qu'on le laisse au frigo, même du poisson qu'on a ouvert, et on laisse le repas pendant 1, 2 ou 3 jours dans le frigo, et bien, à partir du moment où donc l'alimentation est morte, que le poisson a été pêché, donc il est mort, plus il va rester dans le frigo, plus il va se charger en histamine. Okay. Mais on a plein de choses qui sont polyhistaminiques. Tout ce qui est lactofermenté, bourré d'histamine, les fromages qui sont particulièrement affinés sont pleins d'histamine, la bière, le vin, etc. Donc, en fait, ça touche énormément. Les régimes, les personnes qui ont des problèmes d'histamine alimentaire, c'est très difficile parce que ça nécessite des régimes qui sont drastiques et qui ne sont pas faciles à mettre en place et surtout à suivre. Donc, voilà. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même un impact, comme je le disais, sur la perméabilité. Alors, je dis bien, il peut y avoir un impact parce qu'il y a des personnes qui font attention à l'apport alimentaire, d'autant plus qu'il y a aussi des bactéries qui peuvent transformer et produire de l'histamine. Et puis après, on a ces fameuses enzymes qu'on appelle la DAO, qui a la capacité de dégrader cette histamine. Donc, ça dépend aussi de la quantité et d'histamine que l'on avale et de DAO qui est disponible. Mais en tout cas, il faut le garder en tête, l'histamine peut être une cause. Oui. Et puis alors, le plus important pour moi, c'est notre capacité à digérer. C'est la physiologie digestive. On peut avoir la meilleure assiette du monde, hyper bien composée, avec des aliments sains, des légumes, etc. Si tu ne digères pas tes aliments, tu auras des problèmes digestifs, très clairs. Et alors, c'est quoi les problèmes donc, de digestion? D'abord, ça commence par la mastication. Je parle énormément de mastication en consultation, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est la première étape de la digestion. On mâche, ça permet avec la salive de commencer à digérer les sucres. Ça permet également d'écraser les protéines, de les dénaturer, déjà, pour commencer. Donc, on verra tout à l'heure dans les solutions qu'on parlera de la bouche. Ensuite, on descend à l'étage de l'estomac. L'estomac, il a de l'acide chlorhydrique. L'une des missions, c'est de digérer les protéines, donc de faire en sorte de commencer à digérer les protéines. Et puis, l'autre mission, c'est une mission de détruire les bactéries qu'on apporte par l'alimentation. On sait aujourd'hui, on le voit régulièrement aux informations, les personnes qui ont mangé une pizza, etc., qui se trouvent à l'hôpital avec des graves infections, c'est bien la preuve qu'il y a des bactéries dans l'alimentation. L'acide chlorhydrique a ce rôle de détruire ces bactéries. Donc, à partir du moment où on n'a pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, et là, il y a plein de causes possibles. Ça peut être un problème de stress, ça peut être un problème, il y a beaucoup de personnes qui prennent des IPP, qui sont ces médicaments donnés par les médecins pour diminuer l'acidité parce qu'elles se plaignent souvent de remonter l'acide et de douleur. Ça peut être aussi avec l'âge. Plus on vieillit et plus on a moins de puissance digestive, mais en tout cas, il faut retenir que moins d'acide chlorhydrique, ça peut conduire à une mauvaise digestion des protéines et on va voir ensuite les conséquences sur l'intestin. Et quand on descend encore à l'étage en dessous, on arrive à l'étage de la vésicule biliaire et du pancréas. La vésicule biliaire, elle produit de l'air, elle produit pas. Elle stocke de la bile et elle libère régulièrement de la bile. Et dans la bile, on a des acides biliaires qui jouent plein de rôles, notamment dans la digestion des graisses, mais c'est aussi un karcher intestinal qui permet justement d'éliminer ces bactéries, de faire le ménage. Donc quand des personnes sont en insuffisance biliaire, il peut y avoir un mauvais karcher et donc un mauvais nettoyage de ces bactéries qui du coup vont proliférer et vont s'installer dans l'intestin grêle et vont être en présence en plus grand nombre que d'habitude, avec des problématiques de fermentation, etc. Et puis le pancréas. Tout à l'heure, je parlais du pancréas qui produit de l'insuline. Oui. Donc ça fait sa fonction endocrine. Il a une autre fonction, c'est de produire des enzymes digestives. Alors les enzymes, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est comme des ciseaux. Et en fait, ça découpe.
Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis quelque chose dans la bouche, et jusqu'au moment où c'est absorbé, ça passe la barrière intestinale, et ben il y a des ciseaux tout le long du digestif qui coupent. L'idée, c'est que ça arrive au niveau de l'intestin grêle en étant découpé le plus petit possible pour passer justement la barrière intestinale. Et donc, le pancréas, ben, il a des ciseaux pour couper les sucres, les graisses, les protéines, etc., etc. Mais, pour plein de raisons, le pancréas peut produire moins de ciseaux, où les os sont moins efficaces, et du coup, on voit bien que les aliments seront moins bien digérés. Donc, ce qui fait qu'en conséquence, toute cette maldigestion, ça va conduire à des carences, parce que les choses n'ont pas été coupées en petits morceaux, donc ça va moins passer la barrière intestinale, et puis ça va continuer son chemin, et ça va arriver justement au niveau du côlon, par exemple, où là, tu as des bactéries qui adorent les protéines mal digérées, c'est leur plat principal, et lorsqu'il y a trop de bactéries quand il y a des bactéries qui consomment des protéines, elles se multiplient. Et lorsqu'on commence à avoir trop de ce type de bactéries, qu'on pourrait appeler des bactéries de putréfaction, et ben ça va créer justement des LPS, etc., dont on vient tout à l'heure. Voilà, on voit bien que du coup, la physiologie digestive, c'est-à-dire ma capacité à digérer, a un impact direct sur la dysbiose ou pas. Mais c'est pas que l'assiette. Oui, ça, sur la dysbiose et de facto sur la fertilité, qui est quand même notre sujet. Voilà, exactement. Après, on revient sur ce qu'on a dit. Une fois qu'il y a une dysbiose, on revient sur tous les impacts possibles sur la fertilité. Alors là, on a vu le côté alimentaire. Il faudra rajouter aussi le stress. Oui. Le stress, quand on est stressé, c'est simple. Donc, chacun va réagir différemment, mais face à ce qu'on appelle un agent stresseur, le corps peut se sentir en danger. Et donc, il va mobiliser l'énergie principalement vers les organes clés, qui sont le cerveau pour réfléchir et prendre des décisions, le cœur pour accélérer la distribution de tout ce qu'il faut, et les muscles pour éventuellement prendre ses jambes à son cou et déguerpir si on est vraiment en danger. Et donc, comme l'énergie est principalement orientée vers cerveau, cœur et muscles, il y a moins d'énergie pour la digestion. En clair, en période de stress, le corps il part du principe que la digestion, c'est pas la priorité absolue. Et donc, il va y avoir un ralentissement général de la digestion, moins de salive, moins d'acide chlorhydrique, moins d'enzymes digestives. Et il faut savoir que peut-être des personnes qui se posent la question, comment, quand j'avale quelque chose, comment l'alimentation descend? Alors, il y a la gravité, soit, mais il y a surtout le fait que le tube digestif, il a dans sa paroi, il y a des fibres musculaires et il se contracte en permanence. Voilà. Et en fait, en se contractant, il fait descendre les aliments, ce qu'on appelle le péristaltisme. Et c'est comme ça que les aliments descendent. Je me suis posé cette question. Voilà, tu vois. J'y réponds au cas où, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, c'est étonnant, comment mon aliment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mètres et des mètres et des mètres d'intestin, de côlon, etc. Et voilà, c'est cette contraction du tube digestif, de l'intestin, grâce à des fibres musculaires, qui fait que ça descend. Voilà, tout simplement. C'est comme le tube de mayonnaise. Au fur et à mesure, on appuie, c'est comme ça que ça descend. Ce que j'aime bien chez les professionnels que j'interviewe, là, tous, vous avez chacun vos images. Tout à l'heure, c'était avec l'escalade. Après, c'est chacun à son... Mais ça nous y met. Donc, le tube de mayonnaise ou de dentifrice, mais le tube de maillot, c'est bien. C'est ça, okay, exactement. Ou la poche de pâtisserie aussi, tu vois. Oui, mais tout à fait. En tout cas, voilà l'idée. Voilà comment ça descend. C'est ce mouvement-là qui fait que ça descend. Exactement. Okay. Le péristaltisme. Et alors, pourquoi je t'en parle? Parce que quand on est stressé, il peut y avoir un impact sur le péristaltisme. Le péristaltisme peut être moins bon, moins tonique, et donc les aliments peuvent stagner. Et il suffit de prendre une mare. Qu'est-ce qui se passe quand tu as de l'eau qui stagne dans une piscine, dans une mare? Rapidement, tu as des algues qui se développent, tu as rapidement des micro-organismes qui se développent, peut-être des odeurs qui se développent. Voilà, donc, il n'y a jamais rien de bon à ce qu'un liquide stagne. Et pensez de partir du principe que le bol alimentaire qui stagne, donc les aliments qui stagnent dans les intestins, il n'y a rien de bon non plus. Voilà la conséquence au niveau du stress. Mm-hmm. Voilà, donc là, tu as les causes. Donc là, on a vu comme ça les causes de la dysbiose. On a vu le principal mécanisme de dysbiose et puis le fameux syndrome. Et on a vu toutes les incidences possibles sur la fertilité. Et tu as parlé, je suis en train d'accuser le... J'intègre. Alors, là, on a vu donc tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut par rapport à la fertilité pour éviter la dysbiose, etc. Donc, c'est de manger équilibré. Là, on est d'accord, de faire attention à son stress. Exactement. Alors, on est d'accord aussi. Exactement. Tout à fait. En fait, dis-moi. Et par rapport à tout ce que tu dis, donc on a bien compris que, voilà, de toute façon, d'aller voir un naturopathe ou un professionnel de santé pour aller regarder ce qui se passe,
Ça reste, j'allais dire, en tout cas pour moi, je me dis un peu, c'est comme la maison. C'est bien quand même de faire quelque chose 1 ou 2 fois par an quand même. Voilà, on reste. Et toi, justement, par rapport à la fertilité, quels sont les points, j'allais dire, vraiment importants à checker en dehors de tout ce que tu nous as déjà dit, mais oui, c'est important de préparer son corps, parce qu'en fait, après, c'est ça, c'est une fois qu'on a compris tout ce que tu nous as dit, bon, soit on sent qu'on va pas bien, mais en fait, sinon, c'est d'anticiper et j'allais dire de préparer son corps pour que ça fonctionne. Parce que dans la fertilité, il y a cette préparation. Donc, toi, quels vont être ces points-là, justement? Alors, exactement. Moi, je pensais toujours, et je pense que l'idéal, c'est quand on a un projet de bébé, de commencer même 6 mois avant le projet de bébé, parce qu'il y a tout un travail à faire, de préparer son corps, de faire une détox, etc., de enlever un peu les déchets. Donc, le client idéal, c'est celui qui vient me voir et qui me dit « ça va bien, mais je veux travailler mon hygiène de vie pour optimiser ». Bon, c'est la très grande minorité. Mais c'est vrai que le conseil que je donne, c'est dès l'instant qu'on commence à avoir une trouble digestive, c'est vraiment la porte d'entrée des problèmes digestifs. Il ne faut pas tarder à prendre en main les choses. Et alors, allez voir un naturopathe, allez voir un nutritionniste, diététicien, il y a tout un tas de thérapeutes. Allez voir un sophrologue si on sait que c'est de nos stress. Il y a plein de praticiens. Mais c'est vrai que le naturopathe, son métier, c'est vraiment de travailler sur la sphère digestive et notamment sur l'hygiène de vie en lien avec le digestif. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement reprendre les causes. Je disais d'abord l'assiette. Donc, je ne vais pas rentrer en détail parce que je laisse mon homologue parler de ça en large au travers, mais la qualité de ce que l'on mange est déjà fondamentale. Voilà. Là où, par contre, je vais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la physiologie digestive. Tout à l'heure, je disais l'importance de la mastication. Moi, je pose des questions sur la bouche. Et des fois, les clients me regardent avec des yeux ronds. Je leur dis, est-ce que vous avez toutes vos dents? Par exemple, pour commencer. Si on a 32 dents, c'est pas hasard. Il y a des dents qui ont des missions de déchirer, de déchiqueter, de broyer. Donc, toutes les dents ont une fonction. Et généralement, la première chose, c'est déjà se poser la question, est-ce que ma bouche, c'est OK? Est-ce que j'ai toutes mes dents? Est-ce que j'ai pas de pathologie au niveau de la bouche, une parodontie, etc. Est-ce que j'ai pas des douleurs à répétition? Quand on a je pense à une cliente qui me disait qu'elle a tout le temps mal au niveau des gencives sur le côté droit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépêche d'avaler pour qu'il y ait le moins d'astication possible. Donc, on ne laisse pas les douleurs comme ça. Et là, la première chose à faire, on va voir un dentiste. Tout simplement pour déjà assurer la santé de la bouche et donc la mastication. Alors, on dit souvent qu'il faudra avaler limite quand le bol alimentaire est liquide. Qu'est-ce qu'on a mis dans la bouche de manière liquide? Bon, honnêtement, même moi, je ne le fais pas. Mais néanmoins, entre manger, avaler quand c'est liquide et avaler quand il y a juste à découper 2-3 bouchées, on peut mettre le curseur. Non, ce qui est important vraiment, c'est de bien mâcher et surtout de prendre conscience que l'on mange. Souvent, les personnes qui mangent très très vite, c'est les personnes qui, tout en mâchant, pensent à autre chose, regardent la Netflix, etc. Donc, si on arrive à porter son attention sur la mastication, sur ce qu'on mange, en plus, comme ça permet de reprendre le terme de professeur Joyeux qui parle du palais des saveurs. On a la chance de pouvoir prendre conscience du salé, du sucré, de l'amer, des goûts, des textures, etc. Donc, c'est vraiment un bonheur que de pouvoir mâcher, poser sa fourchette et vraiment savourer ce que l'on mange. Donc, mastication, très important. Donc, je ne vais pas dire s'il faut mâcher 10 fois, 12 fois, 15 fois. Je vais simplement dire, quand on sent que c'est plutôt très mixé, on peut avaler. Ça, c'est l'idéal. Voilà, tu nous rappelles juste qu'il faut prendre le temps, en fait, de manger. Enfin, prendre le temps. Dans cette mastication, c'est une question de prendre le temps. Exactement. Okay. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait un lien avec le stress, parce que généralement, moi qui ai travaillé très très longtemps en entreprise, avec des fonctions de management commercial, je devrais pas préparer des réunions entre midi et 2, donc on a tous connu ça, le sandwich, que tu manges à 4 vitesse, que tu es hyper stressé, que ta réunion commence à 14h, donc tu as la boule au ventre. Là, c'est vraiment l'environnement, vraiment, s'il ne faut pas faire. Alors après, on fait comme on peut, parce que je n'ai pas de culpabiliser, mais si on peut plutôt sortir dehors entre midi et 2, prendre le temps de déconnecter, de ne pas avoir la tête dans les mails, etc., et de vraiment porter son attention sur ma bouche, mes dents, que fait ma langue, etc., la salive, etc., c'est idéal. Et en plus, ce sera très bien pour favoriser la décontraction du tube digestif et le fameux péristaltisme dont je te parlais tout à l'heure.
Et du coup, d'ailleurs, on mange un peu, si on mange plus lentement, en général, on a moins de gonflement et on mange aussi, même en quantité, hein, c'est prouvé qu'on mange effectivement un peu moins. On n'est pas dans l'espèce de gavage qu'on se donne tous à un moment donné quand on est stressé, il faut avaler son poids et en fait, on se dépêche et voilà. Ok. Tout à fait. Oui, et c'est pour ça que les naturopathes parlent beaucoup de mastication. C'est pas anodin, c'est fondamental, c'est primordial. Moi, je peux même donner mon cas. Et je parle de moi un petit peu. Moi, pendant des années, j'ai eu, et même quand j'étais au début de ma pratique naturopathe, j'avais des gros problèmes de ventre. À partir du moment où j'ai mis en place la mastication, je me suis forcé à mastiquer, j'ai eu une nette amélioration juste par la mastication. Imaginez les économies en termes de plantes, de compléments alimentaires, juste en mastiquant, j'ai une très nette amélioration de mon digestif. Ensuite, on descend à l'estomac. Donc, je parlais tout à l'heure de l'acide chlorhydrique. On peut avoir des cas où on manque d'acide. Alors, je vous parle d'un test qui vaut ce qui vaut, qui n'est pas d'une fiabilité à 100%. En tout cas, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est le fameux test du bicarbonate que les naturopathes connaissent par cœur. Donc, en fait, généralement, on dit à une personne de prendre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr, qu'on va mélanger dans un verre d'eau et que l'on va boire juste avant le petit déjeuner. Donc, à jeun, mais juste avant le petit déj. Et ensuite, on va chronométrer en combien de temps on rote. Et en fait, le bicarbonate, au contact de l'acide chlorhydrique, crée du dioxyde de carbone, ce qui crée les fameux ronds. Et généralement, on dit que si les premiers ronds interviennent après 2 minutes, on est déjà sur un manque d'hypocalorie, voilà, on le soupçonne. Si on commence à dépasser les 5 minutes, là, ça commence à devenir franc. Là où je dis qu'il ne faut pas prendre pied d'alerte, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent très bien roter au bout de 15 minutes et ne pas avoir de problème d'hypochlorhydrique, donc c'est-à-dire de manque d'acidité. En revanche, moi j'aime bien remettre ce test dans un contexte général. Si j'ai un client qui me dit que ses premiers rots, ça va durer 10 minutes et qu'en plus il se plaint ou elle se plaint de lourdeur au niveau de l'estomac et de remontée acide et qu'en plus elle a mal au ventre, qu'elle a des selles, donc des selles et des gaz qui sentent mauvais, là on commence à avoir le tableau de la personne qui manque d'acide chlorhydrique. Et puis en plus, il y a les causes. Si en plus, elle me dit qu'elle est hyper stressée, qu'elle a la cause numéro 1 d'hypochlorhydrie, ou bien qu'elle prend des EPP, ou bien qu'elle a 70 ans et donc je sais qu'avec l'âge, il y a un peu moins d'acide, bah, tout ça, ça m'oriente vers un terrain d'hypochlorhydrie, donc de manque d'acide. Voilà. Et alors, ce que l'on peut faire, alors, j'ai parlé des IPP, je le dis tout de suite, je ne suis pas médecin, le naturopathe n'est pas médecin, donc il n'est pas question d'arrêter les IPP de soi-même comme ça. C'est le médecin qui nous a prescrit pour une raison, pour une raison. Et donc, il n'est pas question de les arrêter, d'autant plus que si une personne arrête les IPP d'un coup d'un seul, surtout si elle le prend depuis des années, elle va regretter ce qu'il va y avoir une flambée d'acide chlorhydrique. Donc, on va voir son médecin, on lui parle et voit ensemble ce qu'on peut faire, mais on n'arrête jamais un traitement médical, soit IPP ou médicament, etc., bien évidemment. Ça, c'est important de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'acidité lorsqu'il y a un manque d'acidité avéré? C'est stadiant. Et donc, aller voir un praticien pour être sûr qu'il y a bien ce manque d'acidité. On peut prendre des plantes amères. Alors, par exemple, endive, pissenlit, ça peut être de la gentiane aussi, très intéressant. Tout ça, ce sont des plantes qui stimulent l'acidité. L'amertume stimule l'acidité et en plus, est très bonne aussi pour la bile. Elle permet une bonne sécrétion de bile et on va en parler juste après au niveau justement de la substance biliaire. Donc, on fait une carte de coups. On peut également utiliser du vinaigre de cidre, qui est aussi une très bonne stimulante de l'acidité gastrique. Et puis, on pourra prendre du gingembre. Alors, le gingembre ne va pas augmenter l'acidité, mais il est prokinétique, ça veut dire qu'il va favoriser une bonne vidange de l'estomac. On ne va pas rester des aliments, on ne va pas rester à stagner pendant je ne sais pas combien d'heures dans l'estomac. Ouais, d'abord, ça améliore une bonne digestion de l'estomac. Voilà ce qu'on peut faire au niveau de l'estomac. Ensuite, au niveau de la bile, je disais que pour les insuffisances biliaires, donc je parlais des plantes amères très intéressantes. Il y a d'autres plantes, comme par exemple le radis noir, le chardon-marie, l'artichaut également, qui sont des plantes stimulantes. Alors là aussi, j'insiste fortement, on ne prend pas la moindre plante et le moindre complément alimentaire sans l'avis d'un praticien. Parce que n'importe quelle plante a des effets puissants sur le corps et il peut y avoir des contre-indications. Donc, il faut toujours poser la question, quelle que soit la plante, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce que c'est OK pour mon organe par exemple le foie?
est-ce que je prends des médicaments? Est-ce que je suis malade? Toujours demander l'avis d'un praticien qui conseille des compléments alimentaires, du médecin, du pharmacien, on les achète. Ne jamais prendre de compléments alimentaires ou de plantes en automédication. Malheureusement, ce que pour beaucoup de gens, le radis noir, par exemple, c'est une plante qui stimule fortement la vésicule biliaire. Si malheureusement on a des calculs biliaires, des calculs dans la vésicule biliaire, on risque de les libérer et de se créer une belle colique biliaire, de belles douleurs et de finir à l'hôpital. Donc voilà, on fait attention aux plantes. Ouais, vigilance. Donc, voilà, j'en parle de façon générale, mais c'est des généralités. Après, il faut vraiment faire une personnalisation en fonction de la personne. Et puis, je parlais du pancréas et des enzymes. Donc, quand on a moins de ciseaux, moins d'enzymes, eh ben, il existe aujourd'hui donc, plein de labos qui proposent des complexes d'enzymes. Donc, qui proposent effectivement ce qu'on appelle le complément alimentaire, d'avaler ces ciseaux qui vont permettre de couper les protéines, les sucres, les graisses, etc., etc. Donc, c'est une bonne aide. On va avaler des ciseaux. Alors, non. Voilà. C'est une image. C'est une image, exactement. Tout à fait. C'est une image. Il faut bien comprendre, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc là, c'est ce qu'on peut faire, tu vois, en hygiène de vie. Et puis après, il y a aussi le sujet de la micronutrition, donc là, la complémentation. Oui. Il y a des choses qui sont absolument indispensables. Je vous ai parlé, et j'ai parlé en début d'entretien, du butyrate, qui est cette molécule produite au niveau du côlon par les bactéries du côlon. Pour plein de raisons, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir assez de butyrate. D'abord parce qu'elles n'ont pas assez de fibres. Or, les bactéries qui produisent le butyrate, leur alimentation première sont les fibres. Donc, tous les petits mangeurs de fibres, souvent, ont un manque de butyrate. Et le butyrate, c'est vraiment le carburant des colonocytes, donc pour l'intégrité du côlon. Il y a l'équivalent pour les entérocytes, donc les cellules de l'intestin grêle, c'est la glutamine. La glutamine aussi est très importante. Elle va effectivement donc jouer un rôle donc, de carburant, donc faire en sorte que les entérocytes soient en forme, marchent bien, ça va agir sur les jonctions, ça va jouer en clair sur la barrière. Et on a aujourd'hui beaucoup de compléments alimentaires dans les labos qui proposent du glutamine et du butyrate. Moi, tu le sais, je travaille pour un laboratoire qui est à Bonstick, et il y a effectivement chez Bonstick, par exemple, des compléments où on retrouve de la glutamine ou du butyrate. Alors, pour savoir justement s'il nous manque du butyrate ou de la glutamine, c'est des examens qu'on fait ou c'est vraiment une enquête personnelle où il faut faire une prise de sang, mais il faut faire des tests, quelque chose de particulier justement pour savoir. Alors là, ouais, généralement, effectivement, ça nécessite des analyses un peu poussées. Un peu poussées. Alors là, c'est fait bien sûr par des médecins qui sont des médecins en santé fonctionnelle. C'est eux qui prescrivent les analyses de sang. Ils passent par des laboratoires spécialisés qu'on trouve en France et également en Belgique. Mais effectivement, il peut y avoir une analyse particulière. Mais déjà, tu vois, je donne l'exemple du butyrate. La clinique, on peut déjà savoir sans trop de doute, c'est un manque de butyrate. Moi, je te dis, si la personne vient me voir, qu'elle se plaint de gros problèmes de ventre, qu'elle a une grosse dysbiose et qu'elle ne mange que de l'industriel, il n'y a jamais le moindre légume dans son assiette, je trouve que ça sent bon le manque de butyrate. Tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Ensuite, on va avoir également, pour la barrière intestinale, des micronutriments qui sont essentiels, notamment le zinc, très important, la vitamine D. Alors, la vitamine D, elle va surtout jouer un rôle important au niveau de l'immunité, locale, donc au niveau intestinal. La vitamine A également très intéressante. On peut rajouter également du collagène marin. Le collagène, il va travailler sur le tissu conjonctif, sur le tissu qui compose la barrière intestinale. Et puis, on peut aussi penser aux oméga 3 qui peuvent diminuer l'inflammation de façon globale. Alors, il faut un certain dosage quand même pour travailler sur l'inflammation. Généralement, il faut 2 à 3 grammes. Attention du coup aux oméga 3 à ce dosage-là. Là aussi, ça nécessite un conseil auprès d'un praticien parce que les oméga 3 ne sont pas neutres à ce type de dosage. En tout cas, les oméga 3 sont aussi très intéressants. Et puis, on va aussi parler de prébiotiques, puisqu'on parle du microbiote. Oui. Les bactéries, elles ont besoin d'alimentation. Donc, les fibres sont très intéressantes. On a l'inuline, par exemple, qu'on peut trouver dans les chicorées, qui est une très bonne fibre pour apporter de la bonne alimentation aux bactéries et donc favoriser plutôt les bonnes bactéries. On a des pectines, par exemple, qu'on trouve dans la pomme. On a également l'amidon résistant. Alors, c'est quoi l'amidon résistant ? C'est par exemple
les produits amidonnés, donc la banane, enfin plutôt même le riz, la pomme de terre, mais ça peut être la banane par exemple pas trop mûre, limite un peu blanche, ou le riz et la patate, ou les patates qu'on a fait cuire, qu'on va laisser au frigo une nuit et qu'on va consommer le lendemain froid. Et en fait, le fait de manger des patates froides, et ben du coup, ça va surtout servir d'alimentation aux bactéries, ce qu'on appelle de l'agneau résistant. Voilà. Ça résiste à la digestion et ça permet de nourrir les bactéries. Voilà. Tu as aussi les champignons qui contiennent des bêta-glucanes très intéressants pour moduler l'immunité. Donc là, c'est la partie prébiotique. Et puis, on peut aussi parler des probiotiques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en pharmacie pour des probiotiques. Donc les probiotiques, je rappelle que ce sont des bactéries, des souches de bactéries qu'on avale. Il y en a énormément en pharmacie. Alors moi, j'en donne très peu. J'en conseille très peu parce que je trouve que mettre des bactéries sur un intestin où on ne sait pas trop ce qui manque dans l'intestin, c'est un peu aux apprentis sorciers. C'est-à-dire que généralement, les souches qu'on va avaler, ce sont des souches bien particulières qui sont plutôt des lactobacilles, par exemple, donc elles sont plutôt bénéfiques. Mais on ne sait pas dans quel environnement elles vont arriver. Ça se trouve, ce qu'on va avaler n'est pas du tout déficitaire ou excédentaire, il est plutôt équilibré. Et on peut par conséquent entraîner un déséquilibre en apportant des souches un peu au hasard. D'accord, ok. Donc là, les médecins fonctionnels, eux, généralement, vont faire des analyses pointues du microbiote pour aller voir exactement quelles sont les souches qui posent problème. Et ensuite, ils peuvent vraiment donner quasiment de façon chirurgicale les bactéries, les souches qui sont les plus intéressantes. Donc, méfions-nous et méfiez-vous d'aller prendre comme ça des probiotiques en pharmacie un peu au hasard. Voilà. Oui. C'est pas forcément toujours positif. Donc, ce que tu nous dis, c'est vraiment de se reposer toutes les bonnes questions sur qu'est-ce qui va pas, et d'aller enquêter finalement, j'allais dire de façon, comme tu dis, chirurgicale, de façon extrêmement précise, là où en fait notre corps peut être en carence ou peut être en dysfonctionnement, et de répondre exactement à ce dysfonctionnement, parce que finalement, à vouloir tout faire, on peut être... on peut faire ce qu'il faut pas, justement. Et pour faire le lien avec la fertilité, t'es pas le seul vraiment à dire attention, parce que notamment dans la fertilité, les gens veulent absolument beaucoup veulent se complémenter par eux-mêmes, ou en tout cas se complémentent. Parfois, ça me fonctionne très bien, et parfois c'est contre-productif. Donc il y a quelque chose quand même intéressant d'alerter, si on peut se permettre, mais voilà, de dire en tout cas. C'est bien de savoir ce dont votre corps a besoin dans le cadre de la fertilité, ou même là dans le cadre de la santé intestinale. En revanche, allez enquêter d'abord pour savoir si quand vous prenez un complément, c'est vraiment celui dont vous avez besoin et pas celui d'à côté. C'est exactement ça. Tu parles de la complémentation, par exemple. On sait qu'il faut il faut un profil en micronutriments qui est vraiment complet pour la fertilité, vitamines, minéraux, etc. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carence. Je vois beaucoup de clients en consultation, leurs analyses sont parfaites. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre des compléments avec des vitamines et des minéraux si on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien d'aller prendre du butyrate si on n'a pas de pommes digestives, qu'on mange des fibres, etc. Voilà. C'est vraiment, comme tu me dis, se poser la question. Et effectivement, donc ça se fait notamment, le profil micronutritionnel se fait par une analyse de sang. Et donc, le médecin peut aller voir la B9, la B12, etc., magnésium, etc. Et là, en l'occurrence, on apportera de façon choisie des compléments selon les besoins et selon les carences. Exactement, tout à fait. On dit souvent que les antibiotiques sont pas automatiques, mais les compléments alimentaires non plus, en fait. C'est un nouveau slogan. Exactement, tout à fait. Voilà. Et pour terminer, on n'oublie pas qu'il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires, le curcuma par exemple, les omégas, je l'ai déjà dit. L'aloe vera aussi est très intéressante. Il ne faut pas la prendre trop longtemps, mais elle a une vertu justement de cicatriser la paroi intestinale, de baisser l'inflammation. Alors, elle peut être un peu laxative, donc attention à ne pas la prendre trop longtemps. Voilà, il y a des aliments comme ça qui sont intéressants. Laxatif, ça veut dire qu'on peut avoir des selles, on peut aller aux toilettes, faire caca, pour parler vraiment très pragmatique, mou. Voilà, donc laxatif, attention. Voir la diarrhée. Voir la diarrhée. Donc, moi, c'est vrai, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ce genre de complément, si vous sentez que ça peut vous faire du bien, prenez-le peut-être la veille d'un week-end. Comme ça, vous êtes chez vous le week-end, quoi. Vous n'êtes pas en mode, je suis au travail ou dans les transports. Voilà, donc voilà. C'est comme des petits... je préfère. C'est exactement ça. Donc là, on a vu sur l'alimentation. On terminera sur le stress. Il y a aussi des choses à faire sur le stress. Oui. On a vu que le stress est aussi une cause importante
de dysbiose et donc avec l'impact de tout ce qu'on a vu avant. Alors, en hygiène de vie, la respiration est fondamentale. On peut faire des exercices de respiration. On peut faire également des choses qui nous permettent de calmer, donc yoga par exemple, méditation, tout ça c'est génial. Et on peut aussi installer sur son téléphone portable l'application Respire Relax Plus, qui est gratuite et qui va vraiment permettre au fur et à mesure, au fil des semaines, de calmer la machine mentale et donc d'avoir une meilleure digestion, on l'a bien compris, notamment parce que on a vu le stress a un impact direct sur la digestion. Alors, là, juste à préciser, c'est de la cohérence, ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Exactement. Effectivement, c'est très facile. Alors après, moi, j'ai envie de te poser une question qui va complètement à l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont justement hyper stressés, très contrôlants, etc., dans la fertilité notamment, puisque c'est notre sujet, n'aiment pas du tout le yoga, ils veulent pas en entendre parler. La méditation non plus, parce qu'ils n'arrivent pas. Leur cerveau est tellement agité, c'est pas un reproche, c'est vraiment un constat. Le hamster n'arrête pas de tourner, il pense à plein de trucs, nanana. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme alternative par rapport à justement à la méditation, cohérence cardiaque, etc. Ça va être peut-être d'aller plus marcher, oui, il y a d'autres choses. Justement, la première chose, c'est intéressant d'utiliser ça en ligne parce que effectivement, il y a des clients qui vont te dire « Moi, j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça, c'est pas mon truc, etc. » Donc, et c'est tout le savoir-faire, justement, du praticien que d'appliquer la bonne technique à la personne qui est en face de lui. Il y a des personnes qui sont pas faites pour méditer, qui sont dans la pile électrique, tu leur dis, tu restes un quart d'heure, 20 minutes à te centrer sur toi-même, tu te avec des yeux ronds. C'est cela, oui. Donc voilà. Par contre, effectivement, ça peut être l'activité physique. L'activité physique soutenue pendant, admettons, 30-40 minutes va créer de l'endorphine qui va permettre justement d'avoir un état d'esprit intéressant. Puis en plus, l'activité physique soutenue, c'est un bon moyen de faire sortir les émotions accumulées dans la journée. Donc, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire des sports collectifs, il y en a qui vont taper dans un sac de frappe, qui vont faire de la boxe. Il y a 1000 possibilités, mais en tout cas, l'activité physique est aussi une bonne alternative. Je peux comprendre que la méditation, le yoga, le tai chi, etc., ce sont des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Par contre, je reviens quand même et j'insiste et j'essaye d'insister en rendez-vous sur la cohérence cardiaque parce que c'est vraiment, ça dure 5 minutes, 3 fois par jour. Donc, il faut simplement trouver 3 fois 5 minutes par jour et regarder une bulle qui monte et qui descend, inspirer quand la bulle monte et expirer quand la bulle descend. Je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens. Ce qui est difficile, c'est surtout de se tenir sur la durée parce que la cohérence cardiaque produit ses effets à partir de plusieurs semaines. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans une espèce, tu vois, de routine. Et à partir du moment où on arrive à la mettre, la cohérence cardiaque est extraordinaire, vraiment. Donc, et je me permets de dire comme qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur la cohérence cardiaque en disant que 3 fois par jour, on gagne en espérance de vie, on gagne en qualité de santé. Enfin, il y a plein d'effets extrêmement positifs sur tout le système en fait nerveux. Et ce qui fait que par rapport à la fertilité, ça peut être intéressant. Alors moi, j'aime bien culpabiliser les gens et je vais en profiter de cette porte ouverte. C'est de dire, est-ce que je peux avoir 3 fois 5 minutes par jour pour moi-même ? Est-ce que je le mérite ou est-ce que je le mérite pas ? Voilà. Donc c'est un peu culpabilisant, j'en suis complètement consciente, mais je trouve que ça marche bien. Et de se dire, si j'arrive pas à avoir 5 minutes par jour pour moi, déjà 5 minutes une fois, mais sinon 3 fois, parce que c'est ce qui est idéal, ça pose question. Donc, voilà, sans culpabilité quand même, mais ça pose question sur notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est intéressant pour la fertilité. Exactement. Et puis après, nous, on est praticiens, on montre le chemin, on explique quoi faire. La personne a son orbite et elle sait où elle fait pas. Mais bien évidemment, j'encourage les personnes à faire, et notamment à cette cohérence cardiaque, qui d'ailleurs est rentrée dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux utilisent la cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, on peut avoir des personnes qui arrivent dans des états vraiment de dépression profonde, de stress, etc. Et ça peut être compliqué pour eux de mettre ça en place. Et auquel cas, moi, je me fais aider par des collègues qui vont être dans la sophrologie, dans la psychologie, etc. Moi, je suis naturopathe, donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sophrologue, donc je n'hésite pas à adresser mes clients vers des spécialistes. Donc, ça peut être aussi très intéressant d'aller voir des praticiens dont c'est le métier. La sophrologie est hyper intéressante. On peut aussi faire des thérapies brèves en psychologie. Souvent, on dit psychologie, je suis fou de pas du tout, puis on ne repart pas forcément pour 20 ans. Il y a des choses qui sont assez... Ça peut être de l'hypnose, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et moi, j'aime bien travailler en intégratif et vraiment aller travailler avec un pool de praticiens qui est dans l'intérêt du client. Exactement. Et dans le sommet de la fertilité,
Il y a un psychologue clinicien, il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose. On a plusieurs, on a une thérapeute intégrative. Il y a pas mal de choses justement pour donner aux gens envie d'aller tester ce qui va leur convenir le mieux. Encore une fois, pour booster la fertilité. Farid, on va s'arrêter. Tu vas nous faire une petite conclusion avant de se quitter, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on doit retenir du coup là, vraiment dans si on avait, 3 choses essentielles à retenir sur tout ce que tu viens de nous dire. La chose à retenir, c'est écouter votre ventre. Parce que à partir du moment où le ventre ne va pas, le reste ne va pas. Voilà, il ne faut pas dire mieux, etc. Donc, le ventre nous parle. On a la chance, d'ailleurs, notre corps nous envoie des signaux. Quand ça ne va pas, il nous dit tout de suite, par des douleurs, des pas bien, etc. Le seul conseil que je vous donne, c'est soyez à l'écoute de votre corps, parce qu'il vous parle. Et dès qu'on commence à pas être bien, on met en place tout de suite, seul ou accompagné d'un praticien, les solutions qui vont bien. Voilà. Et donc, sur la fertilité, sur le projet de bébé, on voit bien que ça passe par la santé du ventre aussi. Donc, on écoute son ventre. Voilà. On écoute son ventre. Mais écoute, merci Farid, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé ton savoir, tes conseils et tes noms de globuleux, de globulus, de globulus. Et donc barbare, que je n'ai absolument pas retenu et j'ai pas prévu les retenir. C'était pas le plus important, c'est pas grave. Voilà, mais on fera un petit exercice, un petit quiz d'ailleurs. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, donc si vous voulez avoir des infos sur Farid comme tous les intervenants, chaque intervenant a sa fiche que vous pouvez retrouver sur la plateforme du sommet de la fertilité. Et on aura en plus, suivez aussi toutes les infos avec des codes promo, notamment par Herbolistique, le laboratoire où intervient ou collabore Farid. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les emails et toutes les informations durant tout ce sommet de la fertilité. Merci à tous pour votre écoute et votre présence, pour votre confiance et à très vite. Merci.